Le bureau était recouvert d'un tissu gris, qui sentait le cuir humide des reliures et la fumée aigre des torches. Sur la planche de chêne reposaient de fines bandes de papier contenant des dénonciations de rites obscènes, à côté desquelles se trouvaient des listes de biens et de gages, où figuraient dans les marges des écuries, des moulins, des coffres remplis d'argent et des terres sous vigne. Les rumeurs précédaient les convocations, et il était facile de les noter. Les moulins et les coffres n'avaient pas besoin de débats théologiques. Ils avaient besoin de la clé du trésor. Au bas de chaque feuille figurait la formule habituelle sur le souci de la foi, et au-dessus d'elle se trouvaient des calculs où convergeaient les dépenses de la cour et les noms des commanderies. Le greffier passa son ongle sur la ligne marquée « Réunion secrète » et comprit qu'il ne s'agissait pas ici des secrets de l'âme, mais de la richesse visible qui cherchait une justification pour passer d'un coffre à l'autre. Une voix masculine salue les spectateurs, leur demande d'écrire dans les commentaires depuis quelle ville ils regardent, et s'ils ont déjà vu des accusations retentissantes couvrir des confiscations discrètes, dit que de telles histoires à distinguer le mythe du papier et souhaite une attention sereine et une écoute agréable. Le greffier de la chancellerie royale, un homme mûr aux doigts usés et à l'écriture soignée, a commencé par le plus courant, les rumeurs d'indécence. Dans les couloirs de la ville, elles étaient volontiers répétées, car elles attisaient la curiosité, et la curiosité aveuglait les lignes des registres financiers. Les rumeurs décrivaient des baisers inconvenants et des signes secrets, faisaient référence à des rites nocturnes et à d'étranges cérémonies d'initiation. Le greffier inscrivait ces mots dans la colonne de gauche et y ajoutait soigneusement la colonne de droite, avec les chiffres des dettes, les descriptions des gages et les listes des obligations financières de la couronne envers l'ordre. Les lignes de la colonne de droite étaient monotones et froides. Montant, transféré pour la guerre, inventaire de l'argent dans les coffres, droit sur les revenus des moulins. Entre les deux colonnes se dessinait un plan. Si l'on rassemblait suffisamment de saleté dans la colonne de gauche, on pourrait effacer la dette dans celle de droite et saisir les biens au nom de la purification de la ville. Pour compléter le tableau, il consulta les listes des chevaliers, guerriers adultes, qui dirigeaient les affaires de l'ordre dans les provinces, et y vit la routine économique habituelle. Récolte, réparation des barrages, des étables et des ponts. Cela n'annulait pas le secret et la rigueur du règlement interne, mais montrait que les réunions secrètes coexistaient avec les sceaux sur les tonneaux et les calculs sur le grain. Dans les bureaux de la couronne, on murmurait une autre vérité. La cour était tenue de rendre ce qu'elle avait promis, mais ces promesses s'étaient depuis longtemps transformées en une liste de dettes qui pesait sur le budget et menaçait de ruiner le trésor public. Le greffier ouvrit les registres récapitulatifs de plusieurs années, rédigés en toutes lettres, et constata que la main royale
se tendait vers les coffres de l'ordre, non pas comme vers un sacrilège, mais comme vers une solution au déficit budgétaire. Quand il ajouta dans le dossier les tracts prêchant la pureté de la foi, le tableau se compléta. Plus le discours sur l'indécence devenait fort, plus il était facile de justifier les arrestations dans les entrepôts et la mise sous scellé des écuries. Il ne niait pas que dans le monde des hommes adultes revenant de la guerre, il y avait une certaine grossièreté et des rites qui n'étaient pas montrés sur la place publique. Mais le papier exigeait de faire la distinction entre les rumeurs destinées à la foule et les documents destinés à l'inventaire des biens. Sur la feuille suivante se trouvait le registre du Trésor public avec une note sur les emprunts contractés pour couvrir les dépenses de la guerre et de la cour. Les lignes indiquaient les montants en lettres et les noms des commanderies par lesquelles passaient les paiements. Ces écritures ne formaient pas une légende, mais constituaient l'économie. Celui qui, hier, finançait la guerre devenait aujourd'hui la cible d'une purge. Le greffier nota une autre étape du mécanisme. Au cours des mêmes semaines où l'indignation grandissait dans les sermons, le nombre de sacs vides augmentait dans les entrepôts de la chancellerie et les garnisons retenaient les salaires. Les hommes armés d'épées et de sceaux sont toujours tentés de remplacer les paiements par des arrestations. Il porta son regard sur les copies des interrogatoires et vit ce que les légendes ne reconnaissent presque jamais. Les aveux reprenaient des formules répétitives. Les pages étaient remplies de constructions similaires avec de légères variations, comme si elles avaient été dictées à partir d'un aide-mémoire. Et les signes de indécence étaient cousus à partir de phrases stables et visibles pour la foule. Il a noté dans la marge que ces témoignages apparaissaient souvent après que le frère aîné ait été soumis à une pression physique et psychologique, et que dans les procès-verbaux, la saleté quotidienne environnante semblait plus importante que les subtilités théologiques. Le greffier n'a délibérément pas décrit les détails physiques, il a consigné un fait social. Les aveux étaient obtenus par la force et les formules utilisées étaient identiques, car c'est ainsi que fonctionne la machine administrative inquiétante. C'est précisément l'empreinte de la monotonie qui permettait de relier les rumeurs et l'inventaire des biens. Si de nombreux adultes prononcent les mêmes mots, cela sonne comme la vérité pour la foule et comme la clé du coffre pour le magasinier. La section suivante était occupée par les listes des biens de l'ordre. Moulins sur les rivières, droit de percevoir des droits de douane, ateliers, écuries, meules et même chaudières en cuivre. La richesse était matérielle et ne cadrait pas avec le mythe de la débauche interne. En examinant les livres comptables, on découvrait des gestionnaires adultes, des gens aux professions ennuyeuses, qui comptaient les sacs de céréales et les mesures de vin. En feuilletant les inventaires, le greffier voyait à quelle vitesse ces biens passaient entre les mains de la couronne après les mesures de purification. Cela ressemblait à une opération aride, un ordre d'arrestation,
un cachet apposé, un inventaire avec une liste, des chiffres, des mots, des signatures. Il n'avait pas besoin de romancer la culpabilité ou l'innocence de qui que ce soit. Sa tâche consistait à trouver le lien entre la colonne et de gauche des rumeurs et la colonne de droite du Trésor public. Quand il a mis côte à côte les sermons sur la souillure et les registres des dettes, un axe est apparu. Le mythe apporte le flambeau, le document apporte la clé. La foule, fatiguée des impôts et des guerres coûteuses, exigeait un nettoyage de la foi, car c'était ainsi que s'exprimait l'espoir d'un retour à l'ordre. L'administration a utilisé cette vague pour transformer l'inquiétude morale en avantage économique. Le greffier a ajouté au dossier une note du médecin du service pénitentiaire avec des lignes sèches sur les conséquences pour les détenus adultes. Évanouissement dû à l'épuisement, traces de chaînes, fièvre dans les cellules humides. Ces feuilles n'avaient rien de naturaliste, mais elles rappelaient que les aveux obtenus sous la pression n'étaient pas des révélations, mais le résultat productif du système. Il a joint au dossier des chartes qui parlaient des futurs ordres et de l'interdiction des preuves répressives, des documents des dernières années qui reflétaient, comme dans un miroir, l'inquiétude du siècle. Si on laisse la machine collecter de l'argent grâce à des accusations « sales », elle continuera à fonctionner demain. Au bord de la table se trouvait une note avec la liste des dettes de la couronne et les noms des créanciers. Parmi eux figuraient les mêmes noms que dans les inventaires des biens de l'ordre. Le greffier fit le calcul et arriva à une conclusion simple. La théologie n'était ici qu'un décor, et le déficit budgétaire, la scène. Il voyait déjà les historiens du futur écrire sur les rites débauchés et la purification de la ville, parce que cela sonnait bien sur la place publique, mais le document restait obstiné. Il montrait une prise de contrôle fiscal et politique, étalée sur des feuilles comme un plan comptable. Et avant que la machine ne continue, vers les mêmes aveux, les cris de purification, les confiscations et la recherche de nouvelles victimes. Le greffier a laissé une note dans la marge qui valait la peine de s'arrêter. Le mythe parle de saints qui ont jugé des débauchés. Le papier parle d'un État qui transforme le débiteur en propriétaire et d'une foule à qui l'on montre la saleté pour qu'elle ne compte pas les sacs. Le greffier a disposé 3 colonnes sur une nouvelle feuille. Comme il avait l'habitude de le faire lorsque l'agitation des couloirs menaçait de rompre le fil des faits. À gauche, les rumeurs provenant des foires concernant les rites obscènes et les serments secrets. Au milieu, les copies des ordres royaux d'arrestation et de mise sous scellé des réserves. À droite, les registres financiers, où les montants des dettes de la Cour envers l'ordre étaient indiqués en lettres et certifiés par des signes soignés. Le tableau se composait sans fioriture. Plus les rumeurs sur la souillure s'intensifiaient, plus le flux de documents vers le trésorier, où l'attendaient
les listes de biens, moulins, cours, droites de passage, ateliers, écuries, coffres, s'intensifiaient. Il voyait l'étincelle passer de l'agitation du marché à l'action administrative. La foule recevait des histoires de saleté. Le trésor recevait les clés et les sceaux. Une voix masculine salue à nouveau les spectateurs, leur demande d'écrire brièvement dans les commentaires depuis quelle ville ils regardent et s'ils ont rencontré dans les chroniques ou les légendes locales des cas où l'hystérie morale coïncidait avec des confiscations importantes. Il ajoute que ces notes aident à dresser une carte vivante du mythe et du papier et souhaite à tous une écoute attentive et agréable. Il rapprocha les relevés récapitulatifs des achats pour la guerre et la cour au cours des dernières années, consignés par écrit. Il dégageait une lourdeur ennuyeuse. Les allocations versées aux garnisons, les dépenses pour la réorganisation de l'Hôtel des Monnaies, les paiements aux usuriers, les arriérés des villes. À côté se trouvait une liste de dettes avec les noms des trésoriers de l'ordre, des hommes mûrs dotés d'une précision artisanale, habitués à compter le grain, la laine et l'argent. Les dettes irrécouvrables, les guerres interminables et la mauvaise réputation de la frappe de monnaie avec des impuretés transformaient le trésor royal en un foyer silencieux de fièvre. Quand il posa à côté les relevés des revenus de l'ordre, il devint évident que celui-ci fonctionnait selon une autre logique. Rigueur comptable, flux stable provenant des ponts et des moulins, prêts prudents accordés à la cour. La richesse de l'ordre ne ressemblait pas à de l'or caché dans des souterrains, mais plutôt à un réseau de matières, bâtiments en pierre, mécanismes en fer, droits notariaux. Il était plus facile de saisir cela sous le prétexte de malversation que sous celui de la résiliation d'anciens accords. Le greffier a sorti les premiers procès-verbaux des interrogatoires. Ils ont été rédigés à la main à différents endroits, mais les formules se ressemblaient toutes. Les mêmes combinaisons de mots sur le refus des convenances, le signe secret, le salut honteux. Il nota au bord de la feuille que les aveux avaient été obtenus après de longues nuits, comme le rappelaient les notes du médecin de la prison. Épuisement, tremblement violent, évanouissement, écorchure causée par le fer. Il évita délibérément de décrire les détails physiques. Le but n'était pas d'intéresser l'auditoire, mais de montrer la technique administrative. Des formules identiques voyaient le jour là où la volonté d'un adulte était brisée par la pression. Ces formules identiques convenaient à ceux qui devaient présenter des preuves à la foule. Plus les lignes étaient régulières, plus il était facile de les rassembler dans une brochure destinée à la place publique et de se référer à la universalité de la culpabilité. Sur la page voisine s'accumulaient les ordres d'inventaire. Dans chaque commetouri, un commissaire adulte était nommé avec 2 témoins et un scribe. Un document timbré était présenté, les sacs étaient comptés, les coffres ouverts, les inventaires réécrits. Les phrases se répétaient,
avec la persistance d'un marteau de forgeron. Le scribe voyait comment le mot « purification » devenait un couloir étroit pour une démarche économique impassible. Dans certaines affaires, on trouvait des plaintes d'employés concernant le retard de paiement de leur salaire. Des décisions leur étaient imposées, réduisant leur salaire à zéro, car leurs biens passaient sous le contrôle de la couronne en raison de révélations. Ainsi, l'inquiétude de la foule se transformait en économie pour la cour. Afin de vérifier la synchronisation entre le mythe et le papier, il a établi une série de semaines écrites en mots. La semaine où les premières arrestations ont été annoncées, les sermons sur la vilainie ont éclipsé les nouvelles sur les impôts. La semaine où les premières brochures contenant les aveux ont été distribuées, les fonctionnaires royaux scellaient déjà les entrepôts. Puis vint la phase des interrogatoires de confirmation, suivie de la vente accélérée d'une partie des biens mobiliers afin de couvrir les dépenses courantes. Il a mis au point une formule concise. Rumeur, aveu sous la pression avec un texte standardisé, inventaire, transfert de droits. Aucun maillon interne ne parlait de la foi comme d'un chemin vers la vérité. Chaque maillon servait à la mécanique du transfert de propriété. En parallèle, il a classé des extraits des registres médicaux de la ville. On y trouvait des descriptions succinctes des adultes détenus. Fièvre dues à l'humidité, inflammation cutanée, troubles du sommeil, œdème dû à l'étroitesse des équipements métalliques. Ces lignes ne cherchaient pas à prouver la débauche. Elles dépeignaient la physiologie de la peur et de la volonté brisée. Pour le greffier, ce n'était pas une question de pitié. C'était nécessaire pour qualifier les aveux de résultats productifs. Lorsque la volonté est brisée, le texte s'assemble facilement en un modèle. Et le modèle est le principal outil du journalisme, nécessaire à la foule pour expliquer le monde. Lorsque les adultes lisaient les mêmes aveux, ils avaient l'impression d'avoir trouvé la racine du mal. Lorsque le trésorier lisait les mêmes aveux, il voyait qu'il était possible de combler le déficit de caisse. Il ajouta au dossier un résumé des litiges liés à la dette avec d'autres créanciers, des villes et des marchands étrangers. Là aussi, on voyait des tentatives d'étouffer le conflit financier sous un nuage moral. Mais aucun de ces cas ne fournissait une justification aussi commode pour le transfert total des biens que l'affaire de l'ordre, dont la richesse était visible dans tout le pays. Contrairement aux créanciers dispersés, l'ordre possédait des entrepôts, des fermes, des mécanismes hydrauliques, et sa richesse pouvait être présentée comme une abomination par n'importe quelle foule. Le greffier reconnut que dans l'imaginaire collectif, cette image fonctionnait mieux que n'importe quel calcul. Là où la société voit la fermeture et la puissance, elle croit volontiers au secret sordide. Cela incita l'enquête à suivre une voie toute tracée. Il rencontrait de rares objections de la part de canonistes adultes qui,
dans les marges, rappelait prudemment que les aveux obtenus sous la torture n'étaient pas fiables et que l'uniformité des formules n'était pas un signe de vérité. Ces notes ressemblaient à des cailloux sur la route où un char avait roulé. La machine était déjà en marche. Les chancelleries avaient besoin d'actes sur la vilainie afin de pouvoir classer les inventaires sur cette base. Il remarqua la rapidité avec laquelle apparurent les instructions sur la conservation des sceaux et des clés confisquées, les directives sur la répartition des valeurs entre la cour et l'institution où étaient conservés les biens publics. Il ne s'agissait pas d'un langage de purification, mais de transport et de stockage. Pendant ce temps, la foule exigeait la purification de la foi. Le greffier nota dans son cahier comment le bruit de la ville changeait. D'abord, les gens chuchotaient dans les débits de boissons. Puis ils se rassemblaient pour écouter des sermons, puis ils demandaient de faire un exemple. De temps en temps, de brèves bagarres éclataient, et les gardes notaient dans leurs rapports que les gens s'énervaient à la simple mention des rites secrets. Cette colère, mûre et brutale, permettait aux dirigeants de ne pas parler des retards de salaire et du poids des impôts. Sur la place, on ne discutait pas de la caisse, mais de la saleté. Et au moment où l'inventaire des biens était terminé, la foule obtenait satisfaction, non plus par des mots, mais par la vue des sceaux sur les portes. Le greffier ouvrit le dossier contenant les projets de nouvelles chartes discutées pour l'avenir d'autres communautés chevaleresques. Elles contenaient des formules interdisant l'utilisation de aveux obtenus sous la contrainte physique, stipulaient l'obligation de tenir des registres doubles des biens et des dettes, et prescrivait une procédure de vérification externe des statuts. Il comprit que même au sein de la machine, un instinct de conservation s'était développé. Si l'on ne mettait pas un terme à l'instrument des aveux obtenus sous la contrainte, demain, il se retournerait contre n'importe quel propriétaire de coffre. Ce n'était pas une prise de conscience de la culpabilité, mais une compréhension du risque. Il a fermement noté dans une note de bas de page: « C'est précisément à la suite des plus grandes purges que se développent les règles qui interdisent les preuves répressives. » À la fin de ce cycle, il a encore une fois comparé les murmures sur l'indécence à la lourde démarche de l'inventaire. Le mythe affirmait que les saints jugeaient les débauchés. Le papier montrait que le tribunal servait d'encre à laquelle les coffres étaient attachés. Les rumeurs alimentaient les fantasmes de la foule. Les décrets décrivaient les itinéraires des convois. Les procès-verbaux des interrogatoires reprenaient le même schéma, car les aveux étaient devenus la norme. Les dossiers médicaux témoignaient du prix de cette normalisation pour les corps adultes. Et les chartes des années suivantes tentaient de contenir le monstre qui se nourrissait si commodément de la pornographie des accusations. C'est précisément
7 combinaisons que le scribe devait consigner. Non pas pour la morale, mais pour que, des années plus tard, lorsque la légende voudrait à nouveau parler de saleté, quelqu'un trouve une série de colonnes, rumeurs, ordres, inventaires, et pose la question qui dégrise n'importe quelle place. À qui profite le fait que les formules soient identiques et que les coffres s'ouvrent dans un seul sens? Le greffier est revenu au cahier de synthèse, où chaque interrogatoire avait son numéro, et chaque numéro un ensemble de mots identiques. Il a placé de courtes annotations dans les marges. Là où le médecin de la prison constatait l'épuisement des détenus adultes. Là où les gardes notaient les nuits blanches. Là où le greffier signait le même jour la nomination du commissaire pour l'inventaire de la cave à vin et des écuries. Les lignes convergeaient vers un seul couloir étroit. Les aveux, faciles à transposer de la bouche à la plume, et les biens, faciles à transférer du coffre au trésor. Il y ajouta la correspondance avec les théologiens de la cour, où transparaissait une inquiétude prudente. La monotonie des formules détruit la confiance dans le tribunal. Ces lettres n'empêchaient pas les rouages de tourner, mais laissaient une trace pour les futurs lecteurs qui voudraient peut-être voir sous la peau de la légende les os secs de la procédure. Il a relevé les registres de la trésorerie municipale. La rapidité avec laquelle les plaques aux portes changeaient, la rapidité avec laquelle les droits de perception des péages au pont étaient réécrits, la manière dont les clés des greniers étaient transmises en silence à des adultes en livrée royale. La transition ressemblait au calcul d'une récolte. Sans musique retentissante, en présence de témoins, avec en toile de fond les mots habituels sur la foi et la purification. Il nota les dates, écrites en lettres, auxquelles les premiers décrets avaient été envoyés pour la vente d'une partie des biens mobiliers afin de couvrir les dépenses courantes. Le lendemain, les mêmes livres faisaient apparaître les montants des étalons vendus, des tonneaux de céréales, des outils des ateliers. À ce moment-là, la foule discutait encore des signes secrets, mais dans les entrepôts, on changeait déjà les serrures, et les comptables, adultes et silencieux, rangeaient les pièces dans les coffres du trésor public. Plus loin dans le dossier se trouvaient les procès-verbaux de différentes villes, où les interrogatoires se déroulaient en parallèle. Les procès-verbaux semblaient avoir été rédigés selon un modèle préétabli. Même ordre des questions, même crochet pour les points indécents, même introduction aux serments et aux signes. Le greffier a laissé une note indiquant que différents scribes avec des vitesses d'écriture et des écoles différentes avaient soudainement coïncidé non seulement dans leurs expressions, mais aussi dans les endroits où la plume s'attardait, comme s'ils obéissaient tous à une même matrice invisible. Il n'a pas essayé de présenter cela comme une conspiration secrète des scribes. Il a appelé cela ce que c'était.
une standardisation administrative qui transformait un être humain vivant en une ligne pouvant être copiée. C'est précisément cette reproductibilité qui convient à la place publique, où l'on aime les histoires répétitives, et au trésor public, où l'on aime les procédures répétitives. À côté se trouvaient les rapports des gardes sur les transferts des frères adultes entre les prisons et les centres de détention provisoire. Chaque rapport contenait la même chose: une liste de noms, une note sur leur état, la signature du convoi. Dans certains cas, les mots précédemment reconnus étaient corrigés en cours de route, afin de les ramener à une formule commune. Le médecin de la prison notait les conséquences concrètes de ces déplacements: troubles du sommeil, fièvre, œdème. Le greffier ne s'attardait pas sur la physiologie, il notait le fait. Selon le plan de la machine, les aveux devaient devenir un calque, et non une preuve. Lorsque le calque ne correspondait pas, il était corrigé en répétant les questions jusqu'à ce que la correspondance soit satisfaisante. Il ajouta à cette pile les feuilles contenant les notifications des curies épiscopales. Certaines curies, mûres et prudentes dans leur formulation, demandaient de faire la distinction entre le débat théologique et la mesure économique. Parfois, on demandait de ne pas confondre les infractions disciplinaires et le jugement dogmatique. Ces notes ressemblaient à une tentative de masquer l'atmosphère tendue qui régnait sur la place. Si l'on admettait que la monotonie des formules était un défaut de fabrication, il faudrait également admettre que la confiscation n'était pas motivée par la conviction de la vérité, mais par la commodité. Le greffier notait que ces lettres refroidissaient rapidement dans les armoires du bureau, cédant la place aux factures et aux registres de transport. À qui, quand, combien de tonneaux, quel cadenas a été changé, quel cachet sur la porte. Il s'intéressait également au courant inverse, à la manière dont le mythe se renforçait lui-même. Un jour, il reçut une pile de feuilles imprimées pour être lues dans les temples. Les épisodes sordides y occupaient une place centrale, non pas pour la science, mais pour l'excitation. Il n'y avait aucune référence au montant des dettes ou aux enregistrements hypothécaires. Il y avait la chaleur dont la foule avait besoin pour ne pas penser à la frappe de monnaie avec des impuretés et au retard dans le paiement des salaires des garnisons. Les feuilles reprenaient les mêmes phrases, ce qui aidait la chancellerie. Lorsque le monde répète la même image, il est plus facile de lui associer n'importe quelle mesure économique et de l'appeler purification. Au milieu du recueil, le greffier est arrivé au nœud principal, le projecteur des aveux, dans lequel on poussait les gens pour obtenir un ensemble de mots uniformisés. Il a remarqué à quelle vitesse les répétitions et les autocorrections apparaissaient dans les dossiers dont dépendait le déroulement de l'inventaire. Plus la ville approchait de la fin des arrestations, plus les formules parfaitement adaptées aux brochures se multipliaient. À cette époque, le Trésor public réécrivait déjà les registres des droits, et les tribunaux, où l'on mentionnait les points indécents, considéraient les litiges patrimoniaux
comme une pure formalité. Le système fonctionnait comme un moulin à eau, pendant que la foule regardait la vague. Les rouages moulissaient le grain en farine. Dans un autre dossier se trouvaient les ébauches des futures normes pour d'autres communautés chevaleresques. Dans ces brouillons, on sentait la peur de la machine elle-même. Demain, n'importe quelle institution disposant de clés et d'entrepôts pourrait se retrouver à la place de l'ordre actuel. Des formules avares apparaissaient, interdisant d'accepter les aveux obtenus sous la contrainte physique et exigeant de dupliquer les livres comptables dans des lieux indépendants, afin que toute saisie ait une trace miroir et que les lacunes commodes dans la comptabilité disparaissent. On prescrivait un contrôle obligatoire de ceux qui rédigeaient les procès-verbaux et l'interdiction des réponses stupes identiques dans différentes villes. Le greffier n'y voyait pas un repentir, mais une pure prudence de la part des autorités. Si l'on ne mettait pas en place des barrières dès maintenant, le mécanisme visant les coffres des autres se retournerait un jour contre les siens. Il revint au cahier où étaient notés les montants des dettes exprimés en mots. Il y avait un lien direct entre l'échec financier de la Cour et la soudaineté des sermons enflammés. Dans la marge, il écrivit pourquoi il fallait consigner ces choses. Parce que la légende tardive choisira toujours l'histoire frappante du secret sordide, tandis que le document rappellera que derrière la façade se trouvaient des tonneaux et des meules. Certains diront qu'il valait la peine de purifier le monde de la tentation, mais aucune feuille de l'inventaire ne connaît le mot tentation. Elle connaît les mots transfert, transmission, vente. La foule, quant à elle, acquérait un sentiment d'achèvement. Après les premières saisies, elle obtenait une image de justice, des sceaux sur les portes, des chevaux étrangers sous les cavaliers royaux, la relève de la garde dans les entrepôts. Le greffier constatait à quelle vitesse le brouhaha du marché s'apaisait dès qu'une action visible se produisait, et comment ce calme aidait le bureau à établir tranquillement ses tableaux. Son métier n'exigeait pas de grands discours. Il exigeait de comprendre que la machine politique aime les scènes simples et les résultats comptables complexes. Il a classé une autre chose: les plaintes des travailleurs adultes des fermes saisies. Ils écrivaient que la nouvelle administration retardait les paiements, exigeait plus d'heures de travail et perturbait le calendrier du moulin. Ces plaintes ne faisaient pas l'objet de sermons. Elles n'avaient pas d'attrait sordide. Mais, pour le greffier, c'était un symptôme important. Après la purification, la vie n'était pas devenue plus propre, mais plus pauvre. Cela ne justifiait ni n'accusait l'ordre en tant que tel. Cela montrait que le sens de l'action ne résidait pas dans la morale, mais dans les caisses. À la fin de ce passage, il a formulé une autre boucle, la dernière à ce jour. Les aveux uniformisés ont non seulement déclenché la confiscation, mais ont également façonné la mémoire future. Quand des années plus tard,
quelqu'un écrira la vie de la débauche. Il trouvera des dizaines de phrases identiques et décidera qu'il a devant lui des preuves de la vérité. Il ne verra pas les médecins de prison avec leurs lignes sèches et ne voudra pas voir les factures pour le transport des tonneaux. Le scribe a laissé des indices à ce futur lecteur. Le mythe résonne plus fort. Le document dure plus longtemps. Et dans ces chartes futures, où apparaîtront enfin des interdictions sur les preuves répressives, on pourra entendre non pas une morale élevée, mais la prudence de personnes qui connaissent la valeur des mots identiques et des clés qui coïncident. Il ouvrit le dernier dossier, où il rangeait tout ce qui ne trouvait pas sa place dans la légende, et tenta d'en voir le mécanisme dans son ensemble. En haut se trouvait une bande avec les premières conversations sur les rites obscènes. En dessous, des lignes régulières de confession unifiées, encore plus bas. Des bordereaux d'expédition pour le transport de tonneaux et de coffres, et tout en bas, des projets de nouvelles chartes avec des précautions sèches contre les preuves répressives. Entre ces couches circulaient les mêmes adultes. Prédicateurs, gardes, scribes, comptables, intendants, médecins de prison. Aucun d'entre eux n'était un monstre mythique ou un saint. Chacun faisait sa part, et de ces parties naissait une machine à laquelle il était plus commode d'exciter la foule avec de la boue que d'expliquer le déficit budgétaire et les échéanciers de remboursement. Il passa une nouvelle fois son doigt sur les inscriptions composées de mots et comprit qu'au tournant du siècle, la morale était devenue la monnaie avec laquelle on payait le droit d'ouvrir les portes des autres. Une pile séparée contenait les lettres dans lesquelles des canonistes prudents tentaient de freiner la machine. Il rappelait que les aveux obtenus sous la pression ne résistaient pas à l'épreuve du temps, que l'uniformité des formules était le signe d'une matrice et non d'une révélation. En réponse, des ordres étaient donnés concernant le stockage des objets saisis et le transfert des droits. Cette asymétrie était d'une simplicité blessante. La prudence théologique exigeait du temps, tandis que les besoins économiques exigeaient des entrepôts dès maintenant. Le greffier voyait une nouvelle habitude s'installer dans cette faille. Remplacer le débat sur la foi par un débat sur la propreté sanitaire des rites, car la panique sanitaire et les images indécentes mobilisent plus rapidement la population. Là où l'on aurait voulu parler de la monnaie frelatée et des retards de paiement des soldes des garnisons, on parlait de signes et de rituels. Les mots étaient choisis non pas en fonction de la vérité, mais en fonction de la rapidité. Il a joint au dossier des procès-verbaux rares dans lesquels certains juges se permettaient d'émettre des doutes. On y trouvait des remarques laconiques sur la non-concordance des dates, sur le fait que des formules identiques provenaient de différentes prisons, avec un jour d'écart, sur l'étrange synchronisation des corrections dans les aveux. Ces feuilles ne changeaient pas le résultat, mais laissaient dans le texte des traces de prudence humaine. À côté se trouvaient les plaintes des employés des exploitations déjà confisquées. Les moulins faisaient trop de bruit,
les gardes changeaient trop souvent. La nouvelle administration prenait plus que ce qu'elle avait promis et payait plus tard. Personne n'imprimait ses plaintes sur des tracts destinés à la place publique, car elles ne contenaient pas d'intrigue, seulement la vérité fastidieuse que la purification ne fait pas bon ménage avec l'ordre. Dans l'un des paquets, il trouva une correspondance sur les futurs statuts d'autres confréries militaires et communautés pieuses. Il y était clairement interdit de considérer comme preuve un aveu obtenu sous la contrainte physique. Il était prescrit de tenir une double comptabilité des biens et des dettes et d'en conserver des copies dans des lieux indépendants. Il était prévu de vérifier les formules protocolaires afin qu'elles ne deviennent pas un modèle applicable à tous les cas. Ces précautions n'étaient pas une victoire de la conscience sur le calcul. Elles étaient la crainte de la machine elle-même, qui comprenait que demain, elle pourrait se retrouver de l'autre côté du seau. Le greffier a noté dans la marge: c'est précisément après les grandes purges que le pouvoir apprend à limiter ses propres instruments, non par miséricorde, mais pour que l'appareil ne dévore pas son maître. Dans son cahier de synthèse, il a tracé une dernière ligne entre le mythe et le document. Le mythe affirmait que les saints jugeaient les débauchés et sauvaient la ville de la tentation. Le document montrait que les aveux étaient faits selon un modèle et que les biens étaient transférés selon des bordereaux, que la foule était réchauffée par des descriptions obscènes et que le trésor public était réchauffé par la possibilité de combler le trou, que les médecins de la prison constataient chez les détenus adultes des cas d'épuisement et de fièvre, et que ces notes sur le prix du corps n'étaient pas divulguées sur la place publique, que le tribunal, répétant les mêmes mots, fonctionnait comme une machine à découper le profil souhaité. Le greffier n'en tirait aucune morale. Il consignait simplement la norme de production. La pornographie des accusations n'était pas un objectif, mais un carburant. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle s'est avérée si tenace. Il devait décider comment clore l'affaire. Il rédigea une brève note pour les archives internes. Il énuméra dans l'ordre 5 étapes: l'explosion des rumeurs d'indécence, la défaillance du trésor public et le besoin croissant d'une justification divertissante, la production massive de confessions uniformisées sous la pression, la demande de la foule d'une purification et le transfert ultérieur des droits selon les inventaires, et enfin l'apparition dans les chartes des années suivantes de clauses interdisant les preuves fabriquées de toutes pièces. Il a appelé cette échelle à 5 marches le convoyeur, car à chaque marche se trouvaient des exécutants adultes, et chaque marche menait à la suivante, jusqu'à ce que les coffres changent de propriétaire. Dans la marge, il ajouta une formule laconique: les revenus provenant de l'agitation morale sont versés au trésor public déficitaire. À cette même époque, la ville s'était calmée. Les sots ne surprenaient plus personne, et la foule, après avoir obtenu sa purification, était revenue à ses soucis habituels: la taxe sur le sel, l'absence de livraison de céréales par mauvais temps, les rumeurs sur les nouveaux emprunts de la cour. Les marchés étaient encore parcourus
par des feuilles tardives contenant des épisodes croustillants. Mais on les lisait par inertie. Le scribe voyait le mythe achever son œuvre. Il avait donné le ton, aidé à surmonter l'angoisse et à dissimuler le transfert de biens. Puis il avait perdu tout intérêt, car les comptes avaient commencé à être faits en coulisses. C'est alors que les nouveaux statuts entraient en vigueur, dans lesquels les interdictions étaient rédigées sans émotion, comme un tableau de mesure, ce qui devait être considéré comme un crime. Comment invalider une reconnaissance? Comment enregistrer le transfert de droits afin que chaque étape laisse une trace? Du point de vue humain, il lui restait 3 solutions, toutes 3 dépourvues d'héroïsme et de gloire. La première était la décision de certains juges qui, sans annuler le verdict, ont néanmoins consigné leurs doutes et souligné la monotonie des formules. Leur prudence a constitué une petite pierre dans le mur, grâce à laquelle les chartes futures ont acquis un langage d'interdit. La deuxième décision est celle des médecins et des scribes des prisons, qui ont obstinément consigné dans les registres les conséquences de la pression exercée sur les détenus adultes. Leur pédanterie aride a donné à leurs descendants la possibilité de voir le prix des aveux sans description de la nature. Le troisième facteur est la décision du greffier lui-même, qui ne s'est pas limité à la correspondance des bordereaux, mais a rassemblé en une seule ligne les rumeurs, les ordres et les inventaires. Son fuseau a relié le mythe et le document de telle sorte que la rupture est devenue visible même pour ceux qui avaient l'habitude de croire aux feuilles contenant des ragots. Il éteignit la lampe, laissant sur la table un dossier soigneusement relié. La ville aspirait le froid humide par les fenêtres, et dans ce silence, une pensée simple résonnait clairement. Le pouvoir, qui a besoin de biens, discute rarement des dogmes. Il discute de la visibilité. Plus le rituel semble ridicule, plus la serrure s'ouvre facilement. Et si demain la machine a un nouveau besoin, elle ressortira les vieux mots mal et purification, car ils sont, depuis longtemps, devenus un outil industriel. Pour contrer cela, les beaux discours ne suffisent pas. Il faut un texte ennuyeux, des lignes sur la nullité des aveux sous la contrainte, sur la double comptabilité des biens, sur la conservation des copies, sur la vérification des formules. L'ennui sauve mieux que la chaleur. C'est ainsi que son affaire s'est terminée. Non pas par la victoire du bien sur le mal, mais par le retour du papier à ses fonctions. Il n'a justifié personne et n'a condamné personne par un mythe. Il a montré le chemin des mots de la place publique à l'entrepôt et le chemin des coffres au trésor public. Il savait que la légende survivrait à son cahier et continuerait longtemps à raconter des histoires de saleté et de signes secrets. Mais il a laissé entre les pages des marques compréhensibles pour quiconque sait lire en colonne. Dans la colonne de gauche, la foule crie, et dans la colonne de droite, les plaques sur les portes changent. Et si un jour un autre greffier ouvre ce dossier, il verra que derrière la
pornographie des accusations, se cache toujours un comptable, et derrière la purification de la foi, un registre des transports. Le résultat n'a pas été une fête, mais il est devenu clair. La machine a obtenu ce qu'elle voulait, et la ville a obtenu de nouvelles règles qui lui interdisaient de fonctionner sans frein. C'était là la seule issue honnête, pas bruyante ni sacrée, mais humaine, composée de petites décisions qui ont redonné au processus une certaine limite. Il retourna vers les armoires où prenaient la poussière les livres qui avaient survécu à la purification, et commença à noter comment la légende changeait de peau et le papier changeait de propriétaire. Dans une rangée se trouvaient les chroniques, où les chroniqueurs adultes savouraient les détails sordides, comme s'ils avaient un sens. Dans une autre, des recueils d'actes avec des lignes régulières sur le transfert des droits sur les ponts, les passages à gué, les roues hydrauliques, les cours et les prairies. Il n'y avait pas de conflit entre eux, car ils ne parlaient pas la même langue. Les chroniques vendaient la chaleur, les actes reflétaient le froid. Il passa son doigt sur les actes du début du 14e siècle, où les fonctionnaires royaux attribuaient à la cour ce qui, la veille, était sous les sceaux de l'ordre, puis à d'autres institutions qui avaient été autorisées à accepter une partie des biens à titre nominal. Sur la dernière page, le même sens ressortait toujours. Il est plus facile de payer les dépenses de la cour avec les réserves d'autrui lorsque la foule est occupée par un sale secret. Les registres municipaux ont laissé des traces de la façon dont cette richesse a été utilisée par la suite. Les moulins sur les rivières avaient besoin d'être réparés, les barrages renforcés, les ponts dotés de nouvelles planches. La nouvelle administration n'arrivait souvent pas à suivre le rythme, car sa tâche principale était de remplir rapidement les caisses. Les registres comptables mentionnaient la vente de meules, de tonneaux, de chevaux. Il y avait des notes sur la concession des droits de douane au point de passage. Les mercenaires recevaient leur salaire en retard par portion, déduite des biens vendus. Les villages, sous l'administration des nouveaux dirigeants, se plaignaient des perturbations dans la mouture et des coupures d'eau, du manque d'artisans et du fait que les impôts, autrefois rigoureux mais stables, étaient devenus aléatoires. Il n'y avait rien de sacré dans tout cela. Une intervention excessive à court terme rapportait de l'argent rapidement, mais entraînait un déclin lent. Il a classé ses notes à côté des sceaux et a noté: lorsque l'histoire morale prend fin, l'histoire de la dette commence. Les lettres des clercs prudents qui avaient survécu à la tempête tenaient un autre discours. Ils demandaient de séparer le disciplinaire du dogmatique afin de ne pas brûler par le feu là où il suffisait de corriger les statuts. Ils rappelaient comment les aveux unifiés obtenus sous la pression avaient détruit la confiance dans le tribunal et proposaient 2 freins simples pour l'avenir. L'interdiction de considérer ces aveux comme suffisants et l'exigence d'une double comptabilité, afin que tout transfert de biens laisse une trace. Ces lettres n'annulaient pas ce qui avait déjà été fait,
mais expliquait d'où venaient les normes tardives sur les preuves répressives. Il les a placées sous un titre sans pathos: la peur de la machine devant elle-même. Suivaient des détails économiques, discrets et persistants. À l'Hôtel des Monnaies, où les impuretés avaient longtemps gêné le processus, celui-ci n'a été purifié qu'après avoir retiré suffisamment d'argent des coffres étrangers pour permettre un bref répit. Quelques années plus tard, les mots ont refait surface dans les registres de la ville, sous forme d'arriérés d'impôts et de retards de paiement. La saleté avait déjà été dépensée, mais la paix n'était pas revenue. Dans ce contexte, la légende des rites obscènes prit son envol et commença à profiter à d'autres. Les prédicateurs y trouvèrent un exemple pratique pour leurs sermons moralisateurs, et les pamphlétaires un produit à vendre. Le sens de l'affaire s'estompa, comme une empreinte sur une porte humide, mais les comptables du bureau se souvenaient où les tonneaux avaient disparu. Il feuilleta les procès-verbaux des révisions tardives, lorsque certains juges adultes tentèrent de redonner un peu de crédibilité à la procédure. Ils demandèrent de vérifier les dates, de comparer les formules, de comparer les écritures, de noter où les mêmes mots apparaissaient avec la même pression. Parfois, ces révisions se terminaient par des remarques discrètes, reconnaissant que l'uniformisation des aveux sapait la force du verdict. Ces remarques ne rendaient pas les biens, mais elles formaient le langage des futures interdictions qui, dans les chartes destinées à d'autres communautés, ont finalement qualifié les preuves répressives de ce qu'elles étaient: un instrument et non la vérité. Il a noté que le système ne se repentait pas, mais se protégeait de sa propre commodité. Dans certaines villes, des registres d'amendes ont été créés, dans lesquels étaient inscrits les organisateurs de foule qui appelaient à une purification violente. Il ne parlait pas de foi, mais d'ordre. Si la purification passait par le pillage des magasins et le saccage des granges, ce n'étaient pas les magasins et les granges qui devaient payer. Ces registres sont devenus un miroir inattendu dans lequel les paroles morales laissaient une trace financière. Ils étaient rarement lus, car personne n'aime voir la colère juste se transformer en une ligne recouvrée. Le greffier a placé un de ses livres à côté des brochures où la saleté était décrite avec zèle, et a tracé une ligne. Plus les descriptions destinées à la foule étaient longues, plus les lignes sur les pertes d'autrui étaient courtes. Il tomba sur un registre concernant le sort des personnes qui étaient à la tête des exploitations agricoles et des ateliers avant les confiscations. Des intendants adultes, des spécialistes de l'eau et du grain, des maîtres du cheval et du fer. Certains d'entre eux sont partis dans d'autres maisons, d'autres se sont perdus dans la pauvreté, d'autres encore se sont retrouvés en prison pour des motifs mineurs, parce qu'ils en savaient trop sur les entrepôts et les clés. Ce n'était pas une tragédie digne d'une chanson, mais une perte quotidienne de compétences qui coûtait cher aux villes. La nouvelle administration préférait embaucher des personnes loyales plutôt que compétentes. Quelques années plus tard, les mêmes livres mentionnaient les frais engagés pour faire venir des maîtres étrangers
afin de réparer les barrages et les roues. Le coût humain de la purification était désormais pris en compte dans les devis. Il revint au schéma familier à 3 colonnes: rumeur, ordre, inventaire, et ajouta une 4e colonne: les conséquences. Elle contenait des lignes sur la baisse de la production des moulins, les retards dans la mouture, le renchérissement des traversées, les disputes des citadins avec les nouveaux collecteurs, la nostalgie des villages pour l'ordre ancien, sévère mais compréhensible. Il n'y avait pas de place ici pour les détails sordides. Il y avait une fatigue sourde où les gens payaient 2 fois. D'abord par leur curiosité pour les rumeurs, puis par leur porte-monnaie aux nouveaux collecteurs. Il a souligné cette colonne d'un trait gras et a ajouté: la légende mange le pain d'aujourd'hui. Dans les grandes archives du monastère, il trouva une correspondance avec des médecins dans laquelle ceux-ci se plaignaient, prudemment, que depuis que les indécences avaient été amplifiées, les patients adultes de la ville souffraient de plus en plus souvent de crises d'angoisse et d'insomnie. Les feuilles ne décrivaient pas des exécutions, mais un fond sourd d'angoisse. La nuit, on avait l'impression qu'on frappait à la porte. Le jour, on avait l'impression d'être suivi. La semaine s'étirait comme de l'eau froide. Ces informations n'embellissaient l'agenda de personne. Elles étaient rangées dans les boîtes du bas. Mais, pour le greffier, elles constituaient la dernière pièce manquante du puzzle. La pornographie des accusations nourrit non seulement le trésor public, mais aussi de nouvelles névroses. La saleté publique devient une inquiétude quotidienne, un long murmure derrière le mur, d'où naît un autre marché, celui des tracts imprimés, des médecins, des prédicateurs, des gardes. Il a essayé d'imaginer comment un lecteur ultérieur chercherait la vérité. Le lecteur ultérieur trouvera des chroniques avec des paragraphes enflammés et mettra de côté les protocoles monotones. Le lecteur ultérieur se concentrera sur les images, car elles sont plus faciles à comprendre que les sommes exprimées par des mots. Pour éviter cela, il dicta une brève note à l'archive. Si dans un document, des épisodes sales se répètent sous forme de formule, cherchez en dessous l'inventaire financier. Si sous purification se trouvent des factures, rappelez-vous que ce sont les serrures qui changent, pas les âmes. Si, des années plus tard, des interdictions sur les preuves répressives apparaissent, sachez qu'elles n'ont pas été dictées par un ange, mais par la peur de son propre instrument. Cette note n'était pas destinée à la foule, mais au futur scribe qui, un jour, se retrouvera à nouveau assis à une table recouverte de drap gris et y trouvera les coffres d'autrui. À la dernière page, il revint au début, où reposaient sur une planche de chêne les dénonciations, les listes de biens et la formule sur le souci de la foi. À présent, cette trinité avait changé d'aspect. Les dénonciations faisaient partie du vieux théâtre, les listes de biens de la comptabilité, la formule de la rhétorique. Les seuls personnages vivants de cette pièce étaient les adultes, les gardes qui apposaient les sceaux,
les médecins qui fixaient le prix des aveux, les scribes qui compilaient les colonnes, les juges qui laissaient parfois planer le doute dans les marges. C'est leur prudence qui a constitué le seul souvenir utile. Pas celui qui crie sur la place publique, ni celui qui se vend à la foire, mais celui qui donne un outil, l'interdiction des aveux obtenus par la violence, l'exigence de double livre comptable, l'obligation de conserver des copies dans des lieux qui ne sont pas soumis au profit immédiat. La ville derrière la fenêtre était aussi bruyante que n'importe quelle autre année. Des lances noircies en garde, des pavés mouillés qui sentaient les égouts, une dispute au sujet du sel, une négociation sur le prix des haricots. La machine a changé d'huile et a continué sa route. Elle aura encore besoin des mots mal, car ils sont rapides et bon marché. Mais maintenant, dans l'armoire, il y avait un dossier bien rangé avec des étiquettes sur les marges. Ces étiquettes permettront d'arrêter les conversations qui aiment trop les détails, sales, et de rediriger le regard vers les colonnes et les factures. Là où le mythe exige des cris, le document exige des comptes. Là où la foule veut du feu, le papier demande des tampons et des enregistrements. Et si demain de nouvelles feuilles avec des obscénités sont posées sur la table, quelqu'un saura déjà où chercher leur ombre. Dans les listes de dettes, dans les itinéraires des convois, dans les projets de futurs statuts, où les décisions humaines se transforment en une technique de sécurité ennuyeuse contre leur propre pouvoir. Il ferma le dossier et le rangea dans l'armoire entre les dossiers sur les droits de douane et ceux sur les ponts. Pas de cloche, pas de fanfare, juste un cliquetis du bois. Le dénouement est devenu simple, comme une formule notariale. Le mythe dit que les saints jugeaient les débauchés. Le document montre que l'État transférait les droits sous le couvert de la saleté, puis, craignant sa propre habileté, inscrivait dans les statuts des interdictions de preuves répressives. Le résultat ne rend pas le monde plus pur, mais le rend plus clair. La machine peut continuer à se nourrir d'une foule excitée, mais les personnes à l'intérieur de la machine sont capables de laisser des traces qui permettront de l'arrêter plus tôt la prochaine fois. C'était là le seul espoir honnête. Non pas un miracle, mais une écriture soignée, une remarque laconique du médecin, la signature du juge, un devis où les mots sont écrits en entier, sans chiffres, et où chaque ligne résonne comme une décision humaine.